Donc là, nous sommes sur une époque moderne, puisqu'on va voir justement quelle est l'évolution récente de l'alimentation au cours des dernières décennies, en France notamment. Donc là, on revient bien sur l'homme qui est un être avant tout social, et donc il est extrêmement influencé dans ses modes de consommation par les idées justement qui sont véhiculées dans la société à un moment donné. Donc on parle beaucoup d'habitudes alimentaires et on pense qu'elles sont coriaces. Eh bien non, je vais vous montrer qu'effectivement les habitudes alimentaires ne sont pas aussi permanentes que l'on pense, puisque vous voyez que depuis les années 60, nous avons déjà évolué 7 fois de façon fondamentale, à la fois dans les représentations et dans le type d'alimentation qui est vraiment promu dans notre société. Donc ici, ce sont des travaux de sociologues qui montrent justement quels sont les modèles dominants au niveau de la société et en quoi notre alimentation finalement s'identifie à ces images véhiculées au travers de la société. Vous voyez par exemple juste dans les années 60, donc c'était vraiment la quantité de nourriture qui était tout à fait fondamentale. Et ils l'ont préconisé de consommer plus de pain, de viande, de féculents, etc. Donc des choses qui remplissent bien en fait le ventre. Et donc le symbole fondamental, c'était par exemple la satiété. Donc c'était manger plus. Vous voyez, la recommandation, c'était manger plus. Donc je ne vais pas détailler, bien entendu, ce tableau qui sera à votre disposition, je pense. Mais c'est extrêmement intéressant de montrer que, vous voyez, nous sommes passés de manger plus à manger moins. Donc là, c'est vraiment l'effet balancier. Ensuite, manger vite, c'était début des années 80, où il y avait une relation minimaliste par rapport à l'alimentation, et l'apparition de nouveaux produits, notamment qui apportent énormément de services aux consommateurs, donc qui permet de manger vite. Ensuite, c'était manger sans, par exemple, sans certaines substances qui étaient jugées, par exemple, néfastes pour la santé, donc apparition des produits light. Ensuite, manger juste, puis manger avec, et maintenant, donc nous sommes dans une nouvelle phase, toute nouvelle depuis les années après 2005, plus récemment 2008, donc manger durable. Donc vous voyez que les images véhiculées au travers des années récentes conditionnent finalement nos choix alimentaires. Alors, le consommateur, est-ce qu'il est aujourd'hui en rupture? Je le disais, nous sommes rentrés dans une nouvelle phase. Cependant, on peut dire que la sécurité est vraiment toujours au centre des attentes du consommateur. On voit bien que le moindre problème sanitaire, combien il perturbe finalement les consommateurs. Cependant, il est toujours aussi très intéressé par la praticité, la santé, la naturalité, le plaisir. Mais depuis donc, la fin des années 2000, nous avons de nouvelles attentes, ce qu'on appelle les attentes citoyennes, qui apparaissent et qui commencent à se diffuser au travers de la société et qui ont des impacts assez importants sur nos choix alimentaires. Alors ces nouvelles attentes, eh bien, elles correspondent à une demande d'environnement, auquel nous sommes extrêmement sensibles, une demande d'éthique, donc des produits sociaux, éthiques. Nous sommes très intéressés par l'origine et la traçabilité des produits, et puis par le bien-être animal, ce qui va vraiment qui est en lien avec la protection de l'environnement et l'éthique. Alors si l'on regarde ici ces données du baromètre nutrition de Pascal Ebel, nous voyons quels sont les critères de qualité, ce que le consommateur considère comme étant un produit de qualité. Eh bien, nous trouvons toujours en première position le goût et le prix. Nous sommes quand même des êtres économiques aussi avant tout. Mais nous voyons au coude à coude le respect de l'environnement et le bien-être animal. Vous voyez ici, voilà, ici le bien-être animal, l'environnement et la santé qui sont tout à fait au coude à coude. Donc des nouveaux critères qui apparaissent et qui sont en forte progression. Alors comment cela se traduit-il au niveau de notre société? Eh bien, on voit un certain recul de l'hyperconsommation. Ce que j'appelle l'hyperconsommation, c'est l'approvisionnement effréné dans les hypermarchés. Et l'on observe depuis quelques années une forte poussée de ce qu'on appelle les hard discounts, qui ont doublé leur part de marché entre 2001 et 2006. Et ne croyez pas aujourd'hui que les hard discounts sont uniquement fréquentés par les populations les plus pauvres. Non, tout le monde fréquente les hard discounts. En fait, il y a un choix de différents produits en fonction des lieux d'approvisionnement. Donc, il y a une nouveauté de ce côté-là.
On observe aussi, et là les médias sont là pour nous le montrer, qu'il y a vraiment un retour vers la cuisine. Les préparations culinaires deviennent essentielles. Regardez le nombre d'émissions, de jeux, etc., qui sont centrées aujourd'hui sur la préparation culinaire. On parle parfois de médicalisation de l'alimentation. Je pense qu'il faut relativiser ce terme-là, en tout cas en France. Quand on regarde par exemple les dépenses pour les fameux alicaments en France par rapport à d'autres pays comme le Japon ou les États-Unis, vous voyez qu'en termes de dépenses, nous sommes à 32 € contre 167 € au Japon. Eh bien, vous voyez que nous sommes très loin, en fait, de cette fameuse médicalisation de l'alimentation. Donc, le français est toujours attaché à une certaine tradition, j'aime pas trop ce mot-là, mais à un certain mode de consommation en tout cas. Alors, toujours dans cette nouvelle mouvance, on voit petit à petit une démocratisation du bio. Cela aussi, c'est un marché extrêmement florissant, bien qu'encore très modeste. Vous voyez, seulement 2% du marché alimentaire total, c'est peu. Mais on voit que 50% des Français en ont consommé au moins une fois par mois. Donc c'est quand même assez conséquent, cela démarre assez fort. Et c'est considéré vraiment comme étant à la fois un acte militant et un acte de santé. Donc souvent, on mange bio pour préserver sa santé. Alors, une autre nouvelle considération, c'est finalement le désir de proximité. C'est vrai que dans notre monde très internationalisé, eh bien, il y a une sorte de repli sur soi. Et de plus en plus, donc, les consommateurs font le choix de magasins de proximité en défaveur des fameux hypermarchés qui sont à la périphérie des villes, pour la plupart. D'ailleurs, de grandes chaînes de distribution que je ne nommerai pas ici se sont très vite adaptées à cette nouvelle demande des consommateurs et ont créé des petites supérettes de proximité dans les quartiers. Alors, comment se traduit aussi cette alimentation, ce désir d'alimentation responsable? Eh bien, c'est le local, je le disais tout à l'heure, mais aussi c'est le souhait de consommer avant tout les produits dans notre proche périmètre, donc le désir de local, où il se crée de plus en plus ce qu'on appelle par exemple les AMAP, donc des associations de producteurs avec des contrats directs entre les consommateurs et les producteurs. Donc le local, c'est quand même un secteur qui est en très très forte progression. Et il apparaît aujourd'hui des chaînes de restaurants qui garantissent que 100% des produits viennent d'un périmètre inférieur à 200 km. Donc vous voyez, ça c'est une nouvelle mouvance. Donc local, mais aussi équitable. 300 millions d'euros quand même en France en 2009 pour ce marché de l'équitable. Il y a encore deux grands freins, deux principaux. Le prix, souvent les produits équitables sont jugés comme onéreux. Et le consommateur ne considère pas que le produit équitable, lui, confère un bénéfice personnel. Donc en cela, c'est un frein. Parce que le consommateur est quand même assez égoïste. Donc il souhaite avoir un bénéfice en retour d'un choix de produit. Alors le bien-être animal, je l'ai positionné là, mais c'est une considération qui est très 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 peu vivace en France, contrairement à d'autres pays européens. Ils ne sont pas encore sensibles, semblerait-il, au bien-être animal. Ça peut venir dans la mesure où il y a une interrogation une étude sur la possibilité d'un label européen relatif au bien-être animal. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, en France, on a 70% des œufs qui sont issus de batteries, alors que ces batteries sont déjà complètement abandonnées en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Autriche ou aux Pays-Bas. Donc, il y a vraiment encore beaucoup de chemin à faire dans le cadre de ce bien-être animal. Nous sommes, par contre, de plus en plus sensibles, justement, à l'impact environnemental de notre alimentation. Et vous savez qu'actuellement, donc, il est à l'étude l'étiquetage de l'impact carbone systématique sur les produits alimentaires, donc est en expérimentation 2011 qui sera effectif en 2012. Alors, ces tendances modernes, est-ce une réalité en France? Je serais effectivement plus mesurée. On a plutôt l'habitude de parler toujours de cette extrême modernité, et là je pense plutôt que le français reste encore très attaché à non seulement des modes de consommation, mais des modes de production familiaux. Et l'on voit ici par exemple, vous voyez que la plupart des plats composés sont majoritairement consommés à domicile et préparés encore à la maison.
Je n'insiste pas, je ne vous montre pas ces graphiques, ce n'est peut-être pas utile, il y a d'autres points plus intéressants certainement à voir. Alors, la restauration hors domicile. La restauration hors domicile est extrêmement en progrès, vous voyez, ici, avec des petits creux liés à des situations particulières, mais elle est quand même en progrès, et elle est proche aujourd'hui de 5% du budget total des ménages. Mais l'alimentation à domicile, vous voyez, elle diminue effectivement très fortement, mais elle est plutôt proche de 14% de l'ensemble du budget du ménage. Donc, restauration hors domicile en progression, mais encore fortement modeste par rapport à d'autres pays, comme par exemple les États-Unis. Alors, est-ce que nous avons finalement un consommateur éclairé aujourd'hui? Jean Rochefort dit effectivement que le consommateur d'aujourd'hui est très individualiste, qu'il est volatile, qu'il est avide d'immatériel, qu'il est peu éduqué pour faire des choix vraiment éclairés. Donc nous sommes face à un consommateur qui doute. Il doute parce qu'il a trop d'informations diluées. Nous avons beaucoup trop de labels qui sont là, soi-disant, pour informer le consommateur. Vous voyez qu'en Europe, il existe une centaine de labels. Comment voulez-vous mémoriser exactement à quoi correspond chacun de ces labels? C'est impossible. Par ailleurs, le discours environnemental, je disais en mon introduction, nous sommes très influencés par les messages forts véhiculés dans la société. Aujourd'hui, le consommateur est vraiment tiraillé entre deux grandes tendances, la nutrition, l'environnement. Comment faire ce choix? Est-ce que c'est facile? Alors je dirais non, c'est pas facile du tout, puisque du côté nutritionnel, on l'éduque, on lui montre des pyramides alimentaires qui sont censées le conseiller. Donc vous voyez ici sur cette pyramide, la pyramide en termes nutritionnels, vous avez en bas, sur la base, les aliments qu'il faut consommer le plus fréquemment, et tout à fait en haut de la pyramide, les aliments qu'il faut consommer beaucoup plus rarement. Eh bien, si vous faites, bien sûr entendu, à notre niveau de connaissance actuel, ceci est susceptible d'évoluer, mais si vous faites ici la pyramide environnementale, eh bien vous avez l'effet absolument inverse. C'est-à-dire que les produits qu'il faut consommer peu, eh bien, sont finalement les plus intéressants apparemment sur le plan environnemental, etc. Donc vous voyez, il y a une opposition quasi systématique entre la pyramide environnementale et la pyramide nutritionnelle. Donc ceci est extrêmement compliqué finalement. Et donc là, on va voir ensemble un certain nombre de questions, j'espère avoir le temps, mais je pense que oui, des questions dont les réponses peuvent être contre-intuitives, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont véhiculées dans notre société. Alors, tout d'abord, le consommateur, est-ce qu'il doit limiter sa consommation de viande ou au profit des produits végétaux, à la fois pour des considérations nutritionnelles, mais surtout pour des considérations environnementales? Doit-il choisir des produits bio ou des produits conventionnels? Des produits locaux ou des produits importés? Des produits de saison ou des produits toute l'année? Quels sont enfin les meilleurs couples produits-emballage? Autant de questions que l'on se pose au quotidien lorsque l'on fait ses choix, ses approvisionnements, et qui ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. Par exemple, pour la première question, faut-il des produits animaux ou des produits végétaux? Toutes les recherches scientifiques actuelles vont dans le même sens, à savoir qu'elles démontrent que le coût environnemental, donc là il s'agit bien de coût environnemental de la viande, est beaucoup plus important que le coût environnemental des produits végétaux. Vous voyez par exemple entre le bœuf et les fruits un écart de 1 à 45, entre le porc et les légumes un écart de 1 à 21, donc ceci n'est pas contestable. Par ailleurs, on dit l'élevage, vous voyez, c'est extrêmement prégnant, c'est 18% de l'effet de serre au niveau mondial, c'est 78% de nos terres agricoles qui sont utilisées pour nourrir nos animaux, que nous consommons nous-mêmes. C'est 8% de la consommation mondiale d'eau, c'est 70% de la déforestation en Amazonie. Donc effectivement, il y a un véritable problème par rapport au fait que nous consommons beaucoup de produits animaux. Mais il y a d'autres études qui montrent aussi que selon les modes de consommation, par exemple des fruits et légumes produits sous serre, qui viendraient de 600 km, eh bien, ces fruits et légumes, finalement, ils ont un impact environnemental plus lourd, plus négatif que du lait qui serait produit et consommé sur place. Donc, vous voyez, la chose n'est pas aussi évidente que cela. Faut-il des produits biologiques ou des produits conventionnels? Donc là, nous avons plusieurs études, dont celle-ci qui est assez récente en Autriche, qui nous montre que bien sûr, les émissions de gaz à effet de serre sont les plus fortes pour les produits animaux, encore une fois, la viande, le lait ici, et que si nous avons l'agriculture conventionnelle ici et l'agriculture biologique ici, vous voyez qu'effectivement l'impact
est systématiquement bien inférieure dès lors que l'on est sur de l'organique, du biologique, pardon, par rapport au conventionnel. Alors, produits locaux ou produits internationaux? Là, c'est une grande question, puisque aujourd'hui, tout le monde dit il faut manger local. Oui, mais le local n'est pas forcément le plus avantageux. Et là aussi, un certain nombre d'études scientifiques récentes nous le démontrent, puisqu'il y a l'avantage de ce qu'on peut appeler la massification du transport. Le fait que l'on transporte, par exemple, un grand conteneur en transport maritime peut apporter des avantages écologiques tout à fait intéressants par rapport aux camions routiers, par exemple. Donc, la chose n'est pas aussi évidente qu'il y paraît. Par exemple, donc, vous pouvez avoir des systèmes locaux extrêmement complexes, très exigeants en ressources naturelles, notamment les serres chauffées, très utilisées pour la production de fruits et légumes, ou encore les chambres froides ou ventilées que l'on utilise pour la conservation des fruits sur de longs mois, exemple les pommes, longtemps conservées pendant plusieurs mois en chambre froide. Tout ceci peut avoir des conséquences écologiques beaucoup plus importantes que finalement des produits importés, produits différemment. Donc, par ailleurs, les Écossais, donc il y a une étude écossaise qui a montré que même les produits locaux ou les produits qu'on appelle dits alternatifs sont rarement soutenables parce qu'ils doivent systématiquement intégrer les chaînes d'approvisionnement industrielles. C'est-à-dire que nos produits frais sont stockés, véhiculés, parfois transformés, c'est-à-dire lavés, etc., mis en parés pour que le consommateur apprécie ce choix, porte son choix dessus. Donc, en fait, ils intègrent des chaînes industrielles extrêmement demandeuses d'énergie. Donc, il faut bien se garder d'assimiler local, alternatif, spécialité, typicité avec soutenable. Alors, effectivement, il a été montré qu'il y a une étude comparative qui portait sur les pommes, selon les saisons et la provenance, et il a été montré que le stockage en chambre froide avait un effet tout à fait significatif qui pouvait annuler l'effet distance. Donc souvent, il vaut mieux importer, par exemple, des pommes du Chili, plutôt que de consommer des pommes locales, mais qui ont été conservées longtemps en chambre froide. Alors, pour produits de saison ou produits toute l'année? Autre question. Donc pour avoir des produits toute l'année, c'est ce que souhaite le consommateur aujourd'hui, malheureusement il a perdu l'effet de la saisonnalité, eh bien il y a deux solutions, soit on importe, soit on produit localement sous serre, notamment pour les fruits et légumes. Alors pour les produits importés, souvent quand il s'agit de contre-saison, effectivement les produits sont importés par voie aérienne. Dans ce cas, il est évident que le produit importé est beaucoup plus coûteux sur le plan environnemental que le produit local. Vous avez ici le cas du haricot vert en provenance du Kenya au Royaume-Uni. Quant aux produits locaux sous serre, donc je l'ai déjà évoqué, eh bien la pollution est infiniment plus élevée qu'en pleine terre. Vous voyez par exemple la consommation de pétrole, donc l'émission de CO2, est 4 fois supérieure quand il s'agit de produits sous serre. Une étude très récente aussi en Allemagne a montré qu'en fait, en hiver, il valait mieux importer la salade d'Espagne que la produire localement sous serre, parce que l'impact environnemental était alors multiplié par 2 en cas de production sous serre locale. Et en fait, je pose la question, quand on parle de produits de saison, de quelle saisonnalité parle-t-on? Est-ce que c'est la saison là où elle se trouve? Par exemple, la tomate marocaine de pleine saison. N'est-il pas mieux de consommer ce type de produit plutôt que de consommer la tomate sous serre française, par exemple? C'est une question à poser. Donc finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce que signifie la saison? Est-ce que c'est la saison chez nous ou est-ce que c'est la saison là où elle se trouve? Par ailleurs, il y a eu une évolution importante de nos modes de sélection des produits et de nos modes de production qui font que la concentration des nutriments semblerait être en chute libre depuis les années 50. Là, je fais référence à une étude canadienne qui a été confortée par une étude américaine. Et depuis les années 50, ils regardent quel est le contenu des nutriments pour les fruits et les légumes. Et ils ont montré, vous voyez, qu'en 1950, il suffisait d'une banane, une orange et une pêche pour pourvoir aux apports recommandés d'une personne en provitamine A, pardon, une erreur par vitamine A, en provitamine A,
Aujourd'hui, il faut 5 bananes, 10 oranges et 26 pêches pour avoir la même dose. Donc vous voyez qu'il y a une baisse très sensible de la concentration des nutriments. Et là, c'est non seulement nos méthodes agricoles qui seraient en cause, mais je dirais surtout la sélection variétale. Alors, autre point, et je vais bientôt en terminer là, c'est le couple produit-emballage. Je pense que cette étude qui porte sur les carottes est tout à fait intéressante par rapport au choix du consommateur. Vous avez là le coût écologique. Donc, si votre intérêt porte sur le coût environnemental, eh bien, voyez, vous avez différents types de produits, frais surgelés, conservés, avec différents types d'emballage. Eh bien, si vous vous intéressez donc au coût écologique, vous choisirez surtout la carotte fraîche épluchée en sachet ou en botte, et vous choisirez la poche plastique conserve. Si vous voulez une combinaison du produit le plus intéressant sur le plan nutritionnel et sur le plan environnemental, et à ce moment-là, le choix évolue. Vous choisirez la carotte fraîche en botte et vous choisirez la conserve en boîte métallique. Si vous ajoutez un troisième critère qui est le prix, donc le prix le plus intéressant, donc nutriments, environnement et prix, eh bien là le choix est simple, c'est la boîte métallique conserve. Voilà. Donc vous voyez que selon le critère que vous allez privilégier, eh bien votre choix devra se porter sur tel ou tel produit, mais vous n'avez pas l'information qui vous permet, bien entendu, faire ce choix éclairé. Donc en fait, si on revient sur les recommandations en termes de nutrition aujourd'hui, je ne vais pas les énumérer, mais quand même quelques réflexions. Beaucoup plus de fruits et de légumes au quotidien, oui, mais faut-il les consommer frais, faut-il les consommer transformés, accepte-t-on les produits sous serre? Vous voyez que si vous êtes intéressé par l'aspect environnemental, eh bien la question n'est plus aussi évidente, et encore une fois, il vous faut l'information. Plus de calcium, il faut consommer plus de produits laitiers, mais les produits laitiers sont des produits animaux extrêmement importants sur le plan environnemental. Et quid de l'eau minérale? Est-il nécessaire de consommer de l'eau minérale quand nous avons ici en France une eau finalement potable, tout à fait intéressante et suffisante, alors que l'eau minérale est extrêmement impactante sur le plan environnemental aussi. Le poisson, consommons toujours plus de poissons, oui, parce qu'il y a épuisement des ressources. Et la solution est-elle dans l'aquaculture? Aujourd'hui, on sait que les modes de production de l'aquaculture sont extrêmement polluants et ne préservent pas pour autant les ressources, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il faut pêcher beaucoup de petits poissons pour nourrir les poissons en aquaculture, par exemple. Donc ça ne résout absolument pas le problème, etc., etc. Donc quant à la viande, effectivement, c'est le mode de production qui est tout à fait dans les questions fondamentales, puisque par ailleurs, si l'on préserve le mode de production extensif, donc là, dans les prairies, eh bien les prairies séquestrent énormément de carbone, donc ceci est plutôt positif pour l'environnement. Donc, dernière question, aujourd'hui. Donc, quelle place pour les aliments modernes dans ce contexte? Là, je fais référence aux travaux de Pierre Feillier qui a fait émerger 5 scénarios possibles pour l'avenir, avec une place différenciée de la science dans ces différents scénarios. Alors là, vous avez l'avenir, disons, idyllique par rapport à la science, la technologie, où la science bâtit le meilleur des mondes, avec beaucoup de biotechnologie, de nanotechnologie, les OGM, les arômes, etc. Deuxième possibilité, les pouvoirs publics prescrivent une alimentation santé avec une politique alimentaire très dirigiste. Alors là, on arrive sur des considérations relatives à la nutrigénomique, avec des peptides coupeurs d'appétit, mangés par la médecine, etc. Donc des prescriptions, c'est plutôt l'alimentation médecine, je dirais, dans ce cas-là. Troisième possibilité, l'impérialisme agro-industriel impose ses produits, avec beaucoup de services, des médicaments, le génie génétique. Et la quatrième et la cinquième option, en fait, sont peut-être plus proches de ce que l'on connaît aujourd'hui, en tout cas c'est la dernière mouvance, c'est avant tout la protection de son cadre de vie, et c'est le rejet de la malbouffe, avec une vision comme quoi nous consommons trop d'additifs, que les produits comme les alicaments conduisent à des saveurs extrêmement standardisées qui sont plutôt rejetées, avec un consumérisme très puissant et par contre des terroirs très valorisés. Alors ceci, bien sûr, les options 4 et 5 sont peut-être ce que l'on vit aujourd'hui dans cette nouvelle tendance, mais cela n'exclut absolument pas le progrès, bien entendu. Au contraire, je dirais que le progrès doit être là
pour permettre de nouvelles technologies qui préservent justement les nutriments, une organisation des filières qui permettent d'avoir le moins d'impact environnemental, par exemple. Alors la solution, eh bien, est-elle celle-ci? C'est, tout comme cela se passe à Vancouver, c'est de mettre en place des associations qui s'appellent 100 Mile Diet Association à Vancouver, qui exigent que finalement l'homme ne consomme que ce qui est dans un périmètre de 100 miles autour. Cela commence, puisque vous voyez, tout à l'heure j'ai fait référence à des restaurants qui se targuent de ne mettre à disposition des consommateurs que des produits dans un périmètre de 200 km. Donc ceci commence à faire un petit peu tache d'huile. Est-ce que c'est là l'avenir pour avoir une certaine autonomie alimentaire régionale dont on parle de notre monde mondialisé? Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Martine Padilla pour tous ces éclairages qui surprennent sûrement un certain nombre de personnes, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours cette idée-là sur le local, et là, je crois qu'on appelle ça les locavores en France, qui semblent arriver aussi. Là, vous, à un moment donné, vous dites qu'il y a une multiplication des labels, un essor de consommation de produits labellisés, et à la fois ce paradoxe du consommateur qui est complètement perdu. Et justement, il y aurait peut-être des éclairages à lui apporter sur local mais coûteux au niveau environnemental. Quelle est finalement cette tendance? Est-ce qu'on va continuer à multiplier ces labels ou au contraire les recentrer ou les orienter différemment? Oui, effectivement, il y a prolifération de labels, donc le consommateur est perdu. On a vu dans les enquêtes assez récentes, je dirais même très récentes, qui est le baromètre Nutrition Santé en France, qu'il y avait une régression de l'intérêt des consommateurs par rapport au label. Donc déjà, c'est une manifestation. Qu'ils n'y croient plus ou qu'ils y croient de moins en moins. Il n'y croit plus. Il n'y croit plus. C'est un signe de qualité quand même pour lui, mais c'est vrai qu'il y en a tellement, et il y a une telle difficulté de comprendre justement les caractéristiques des produits derrière chaque label, qu'il n'y croit plus vraiment et préfère finalement le produit naturel ou le produit de proximité qui lui inspire plus confiance sans qu'il soit pour autant labellisé. D'accord. Donc ça, c'est effectivement une chose. D'accord. Et puis, a priori, les deux scénarios de fin de votre exposé sont depuis 2007, puisque à cette époque, là on est en 2011, a priori on va dans cette mouvance. Oui, je pense qu'on est dans cette mouvance, et je pense personnellement que l'on va vers une rupture de notre société. Il me semble que c'est peut-être le scénario qui est le plus en rupture avec tout ce qui s'est passé dans les années antérieures, parce que cette mouvance relative au bien-être, l'éthique, développement durable, etc., nécessite une restructuration complète des modes de production et des modes d'organisation, je dirais. Donc en cela, ça va être tout à fait restructurant pour notre société. J'irai même plus loin. Je dirais que la façon dont on conçoit le prix de l'alimentation va être certainement bouleversée, totalement. Puisqu'aujourd'hui, il n'est plus pensable de considérer qu'un prix alimentaire, disons, la répartition de la valeur du prix alimentaire va être totalement différent selon les différents acteurs de la chaîne alimentaire, et l'on devra, je pense qu'il n'y a rien contre là, on devra prendre en considération l'impact environnemental, par exemple, dans le prix final de ce produit. Donc, la fin de la consommation de masse. Oui, c'est un peu la fin de la consommation de masse telle qu'on l'entend. Donc on est vraiment à l'aube, de mon point de vue, d'une révolution. Et un rapprochement humain aussi, puisque les AMAP dont vous parliez rapprochent aussi les consommateurs du producteur. Ils semblent quand même attirés par ce type de consommation. Oui, mais ça, je dirais que c'est toujours pareil, c'est l'effet balancier, c'est-à-dire qu'on est peut-être allé trop loin dans la mondialisation, et là, il y a une perte non, pas d'identité, c'est peut-être trop dire, mais non, pourtant, je pense qu'on peut le dire, effectivement, que les identités régionales sont peut-être moins respectées aujourd'hui. Ils ont besoin de se rapprocher finalement de ceux qui produisent. Il y a besoin de rapprochement. Parce que l'être humain, encore, j'y reviens, c'est un être social, donc il a besoin d'être rassuré. Et la mondialisation, je pense que ça a conduit à des angoisses alimentaires. Beaucoup d'insatisfaction, beaucoup d'angoisse, effectivement. Donc il y a un besoin de repli sur une société plus locale, plus proche de l'individu. D'accord. Ben, écoutez, merci beaucoup pour cet exposé.